Bienvenue sur le ring Lodigi TV Radio, Gabriel Banon. Merci beaucoup et merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, Gabriel Banon, que vous êtes analyste en géopolitique, analyse géopolitique, fin connaisseur de la région Moyen-Orient, comme tout le monde le sait. Et je rappelle également que vous avez été pendant une décade, une décennie, le conseiller de Yasser Arafat. Tout à fait. Tout ça pour dire qu'on va parler effectivement de ce qui fait l'actualité depuis quelques jours et depuis samedi dernier au niveau du Moyen-Orient et de ce conflit armé aujourd'hui entre le Hamas et Israël. 3 rondes thématiques pour cela. Gabriel Banon, première ronde, attaque du Hamas, un fiasco militaire pour Israël avec un point d'interrogation. Deuxième ronde, intervention militaire terrestre sur Gaza. Est-ce que c'est une opération à haut risque au vu des otages, au vu des différents enjeux? Et troisième ronde, quel tournant pour la région? Est-ce qu'on continuera à dire que l'option c'est la solution à 2 États? Vous nous direz également. Mais sur le premier round, attaque Hamas, un fiasco militaire pour Israël. C'est dans la bouche de... Je ne serais pas d'accord de dire qu'un fiasco militaire, c'est plutôt un fiasco des services de renseignement israéliens qui n'ont pas vu venir... on s'attendait à une réaction du Hamas ou de différents groupes palestiniens, mais on ne s'attendait pas à une telle réaction de cette importance. Alors, quand vous dites on ne s'y attendait pas, c'est-à-dire que vous dites vous, ce n'est pas un fiasco pour l'armée israélienne, non, mais c'est un fiasco du puisqu'elle n'a pas été confrontée. Des renseignements. C'est un fiasco clair et net des services de renseignement israéliens qui, en principe, on les considérait comme un des meilleurs services du monde. Donc, est-ce que voilà aujourd'hui, quand on a vu que cette ligne de défense qui a été inventée, entre guillemets, par l'État hébreu et israélien, qui a été franchie par un bulldozer, on se dit où était l'armée? Alors, voilà, la question se pose, et je pense que les Israéliens, à juste titre, ne veulent pas ouvrir le dossier des responsabilités et des défaillances, mais il y a eu des défaillances dans la sécurité. Comment peut-on laisser un bulldozer pendant X temps, parce qu'il a pris du temps pour le faire, sans intervenir? Donc il y a eu un relâchement. Vous savez, à un moment donné, on prend une telle confiance en soi-même qu'on finit par se découvrir. Est-ce que ça veut dire, Gabriel Banon, que vous êtes en train de dire, entre les lignes, que en fait c'est un excès de confiance qui est le principal facteur aujourd'hui d'inertie, en tout cas, à la fois de l'armée et à la fois des services de renseignement? Il y a un excès de confiance sur le terrain, mais un excès de confiance aussi en politique. Comme les Israéliens ont développé avec succès et avec l'aide des Américains une normalisation qui allait en... Il y a eu les accords d'Abraham et puis il y a eu les discussions d'accords avec l'Arabie saoudite. Les Israéliens ont simplement voulu, je ne sais pas, inconsciemment... Est-ce qu'ils ont levé le pied? Est-ce que la situation non fait qu'ils sont un peu endormis? Certains considèrent qu'en fait... C'est pas la question de lever le pied. Ils ont mis le problème palestinien sous le tapis. Est-ce qu'ils ont mis également le Hamas sous le tapis? Ah ben, ça fait partie. C'est tout le problème palestinien, c'est Hamas inclus. Et ils les ont mis sous le tapis parce qu'ils pensaient, ils s'étaient portés un peu dans une euphorie, entre guillemets, dans la normalisation, pensaient que quand même les Israéliens ont maintenant, jusqu'à présent, ont eu des relations normalisées avec beaucoup d'États arabes. Mais en même temps, justement, parce que c'est Israël, c'est aussi, on présente Israël comme une des meilleures armées au monde, on présente Israël également comme le meilleur service de renseignement au monde, un des rares pays d'ailleurs capable d'avoir des yeux et des oreilles partout. Oui. Donc comment expliquer aujourd'hui, comment vous, Gabriel Banon, avec la connaissance que vous avez à la fois de cette région et à la fois d'Israël, mais également de la Palestine, mais en tout cas sur le service de renseignement israélien, qui n'est pas vu, entendu et pu anticiper cette attaque du Hamas? Excès de confiance. Pour vous, c'est que de l'excès de confiance? Excès de confiance parce que les services sont toujours là. Il y a eu, maintenant on le sait, il y a eu quelques signes qui ont été signalés par les services israéliens qu'il y a quelque chose qui se mijote, mais il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu, vous savez,
l'Israël d'aujourd'hui, je constate, ce n'est plus l'Israël d'il y a 10 ans. Est-ce qu'on est dans la même configuration, en tout cas au niveau des services de renseignement que vous pointez du doigt israéliens pour une vraie défaillance? Est-ce qu'on est un peu sur le même schéma qu'en 1973, lors de la guerre du Kippour, Non. où apparemment Non. les services de renseignement américains avaient, eux, prévenu les services de renseignement israéliens qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer, et a priori, déjà à cette époque-là, les services de renseignement israéliens n'avaient pas prêté oreille? Non, on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas prêté oreille. Mais n'oubliez pas que ça s'est passé le jour de Kippour. Oui. Et le jour de Kippour est pour les Juifs et les Israéliens un jour important où tout est mis de côté. Et là, ça a été un problème. Ils ont réagi après rapidement. Il y a eu la guerre de Kippour, on le sait, qu'ils ont emporté. Mais les Israéliens, d'une façon générale, même dans les relations personnelles, ont un excès de confiance en eux-mêmes. Ceux qui avancent, qui avaient l'armée, qui avait, en tout cas par rapport à son organisation territoriale, qui avait été beaucoup plus déployée sur la Cisjordanie, oui. et pour renforcer, en tout cas protéger les colons que cette région du pays. Est-ce que c'est une thèse aussi à laquelle vous adhérez, ça primo, et deuxio, qu'il y avait un esprit récréatif? Alors c'était effectivement peut-être lié, ce que vous venez de dire, à la fête de Kippour, oui. date d'anniversaire, et que du coup, ils étaient plus ou moins en vacances. Moi, je dis que l'Israël d'aujourd'hui il n'est plus aujourd'hui, il est plutôt dans le deuil, mais il était dans une certaine euphorie parce que la normalisation s'accélérait avec des pays qu'ils n'avaient jamais rêvé de faire l'accord. Faire un accord avec l'Arabie Saoudite, ça veut dire entraîner tout le monde musulman dans l'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite, c'est les lieux saints. Et que si le pays des lieux saints normalise avec Israël, c'est indirectement tout le monde musulman qui normalise. Et ça, les Iraniens n'ont jamais accepté. Ils n'ont jamais accepté. On va y revenir dans le deuxième round également avec vous, mais sur cette ligne de défense. On sait qu'elle a coûté extrêmement cher. On parle d'une somme et d'un investissement de $1 milliard. On a plus de 10 milliards de dirhams qui étaient présentés comme infranchissables, y compris au niveau des sous-sols, incapables de creuser un trou, un fossé, puis là, c'est les bulldozers qui vont traverser. Est-ce que là-dessus, se dire, voilà, l'État hébreu, est-ce qu'il était... Là, il est directement interpellé, piqué au vif, et que du coup, il y a un enjeu de... Là maintenant, l'État hébreu est devant un défi important, parce que toute sa politique de sécurité est remise en cause. Parce que on voit que mettre une frontière infranchissable, des barrières, etc. Vous savez, la France en a souffert elle aussi de cet excès de confiance dans la guerre de 14-18, de 39, avec la ligne Maginot, qui a été contournée. Il n'y a rien d'infranchissable quand vous avez en face des gens décidés à attaquer. Et là, les Israéliens réalisent que ce qu'ils avaient mis en place n'était pas suffisant. Avant de passer au deuxième round, est-ce que vous considérez, quel qualificatif vous accorderiez, Gabriel Bannon, à cette attaque du Hamas qui est survenue très tôt samedi matin? Est-ce qu'elle est humiliante pour Israël? Quand on voit aujourd'hui la réaction, la surréaction en disant voilà, il y a la mobilisation de 200 ou 300 000 personnes pour attaquer Gaza, et on va y revenir dans le deuxième round. Est-ce que pour vous, le qualificatif, c'est l'humiliation pour l'État hébreu? Je dirais, vous savez, dans une guerre, et nous sommes en pleine guerre, l'Israël est en pleine guerre, humiliation n'est pas le terme exact, parce que là, on ne pourra juger de la réaction et de la valeur de l'armée israélienne qu'à la fin des hostilités. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire ils ont été humiliés. Ils ont été surpris. Et il y a eu défaillance dans les services de renseignement israéliens, c'est certain. Pourquoi? L'enquête dira, et à juste titre, le Premier ministre, plutôt maintenant, il y a un gouvernement d'union nationale, qui a dit que les responsabilités, nous en parlerons plus tard. Pour et justement, ce qui s'impose, c'est de... Dernière petite question là-dessus. On sait très bien que la bande de Gaza, donc qui s'étend sur une vingtaine de kilomètres, avec une forte densité de population, la plus importante d'ailleurs au monde, est sous surveillance de drones
H24, 24 heures sur 24. Oui. Comment peut-on imaginer qu'aucun drone n'ait pu détecter, parce qu'il a un rayonnement, il peut détecter extrêmement élargi, n'ait pas pu détecter la présence de membres du Hamas? Alors, il faut dire d'abord que les membres du Hamas circulent en toute liberté dans Gaza. Donc, si le drone regarde des membres du Hamas qui circulent, qui s'entraînent, c'est tous les jours comme ça. Mais c'est pas ça. Il y a des membres du Hamas qui s'entraînent et qui en fait planifié une attaque. Ça n'a pas interpellé les services de renseignement israéliens. Donc, on les voit toujours s'entraîner, etc. On les suit. Mais là, on n'a pas. Les Israéliens avaient dit qu'ils avaient mis au point un système de détection des tunnels, etc. Complètement. En fin de compte, le défaillant système est défaillant également. Donc, en tout cas, il n'a pas fonctionné puisque les plus de 1500 membres du Hamas ont fait irruption dans l'État d'Israël. En faisant des roulements, d'ailleurs. Oui. Ils faisaient des va-et-vient en toute quiétude et en toute tranquillité. Exactement, ce qui fait en qu'aujourd'hui, moto, en voiture, sortant des tunnels, etc. oui, même en ULM. Mais il faut dire aussi que le Hamas a payé un lourd tribut, parce qu'ils ont plus de 1200 morts. Alors c'est un gros chiffre. Justement, sur 1200. On le voit aujourd'hui, plus de 1000 personnes qui ont perdu la vie. Oui, en tout cas, ça c'est le dernier décompte au niveau d'Israël. Oui. Plus de 2200, 2300 blessés, dont un certain nombre qui est blessé gravement. Deuxième thématique, Gabriel Bannon, avec vous. Intervention militaire terrestre sur la bande de Gaza, qui serait imminente. Est-ce que elle sera c'est une imminente, opération au risque selon vous? Est-ce que c'est plausible? Non, elle sera imminente, mais je ne pense pas qu'ils la feront. Il n'y aura pas d'intervention terrestre sur Gaza? Il ne faut pas oublier qu'ils ont eu une mauvaise expérience en 2005. Déjà dans le temps, parce que ce n'est pas la première fois. Ils ont envahi, occupé Gaza, et Sharon a été obligé de ça, c'était en 2005, de se retirer. Donc, est-ce que ça reste un très mauvais souvenir en 2005, l'intervention militaire terrestre israélienne? Et l'armée en a tiré des renseignements. Ce n'est pas une armée qui est faite pour la guerre urbaine. Ils ont une armée régulière. Confrontation, mais ils ont dire, montré Gabriel Bannon, qu'ils vous avez vu comme moi et entendu surtout le président Netanyahou dire on va éradiquer le Hamas. Le Premier ministre, Herzog, le président. Le Premier ministre, effectivement, Netanyahou, Benjamin Netanyahou, qui a annoncé vouloir éradiquer le Hamas. Et il a commencé à poster, d'ailleurs on voit bien la bande de Gaza qui est saturée par des... C'est le discours qu'il a fait. Oui. Il a fait plusieurs discours. Moi, je me rappelle d'un discours au temps où nous étions en pleine euphorie avec les accords d'Oslo. Quelques mois après, Netanyahou s'est vanté d'avoir détruit les accords d'Oslo. Donc il n'est pas ouvert. Bon, ce n'est pas un secret d'État que je n'aime pas Netanyahou. Vous n'aimez pas l'homme ou vous n'aimez pas sa politique? Pardon? Vous avez un problème avec l'homme ou avec la politique menée par l'homme? Non, avec ce qu'il représente comme politique, avec ses actions. Et c'est lui, et il s'en est vanté, qui a détruit l'accord d'Oslo. Et Oslo était parti comme ambition de résoudre le problème israélo-palestinien. Complètement. Donc, et c'est lui qui l'a saboté complètement. Vous écartez-vous, Gabriel Bannon, l'hypothèse d'une intervention militaire terrestre sur Gaza? On voit qu'il y a des chars qui sont postés là depuis. Non seulement je l'écarte, en tous les cas, si j'avais le droit à la parole, je dirais ne le faites pas. Ne le faites pas, pourquoi? Parce qu'il y a des otages qui sont détenus par le Hamas dans la bande de Gaza? Il y a des otages. Oui. Deuxièmement, l'armée israélienne n'est pas faite pour la guerre urbaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aurait pas... ça coûtera très cher en hommes. Humainement. Mais en même temps, beaucoup attendent, parce que alors d'ailleurs, il a dit plusieurs fois, mais la riposte va être extrêmement violente. Oui, mais elle l'est déjà. Il suffit de voir. Pour le moment, et c'est ce que, à mon sens, ils devraient se contenter de faire, c'est qu'ils bombardent. Oui. Gaza est à moitié détruite. Ils ont coupé l'électricité, l'eau, le gaz. C'est-à-dire, il y a un pays qui a déclaré que les Israéliens étaient en train de faire un véritable génocide. Je ne vais pas jusque-là, mais... Sous ces bombardements, Gabriel Bannon, il y a déjà des
des otages qui ont perdu la vie. Oui. Donc, ils disent attention, plus vous allez continuer à bombarder, puis il y a le risque aussi que les otages meurent, en tout cas sous les bombardements. Alors, est-ce que ça ne peut pas freiner l'armée israélienne et Benjamin Netanyahou? Non, parce que Israël fait toujours tous les efforts pour récupérer ses otages, mais politiquement, ils considèrent qu'ils sont perdus. Ça veut dire que politiquement, aujourd'hui, ça veut dire que les 130 ou 140 otages... Ça ne doit pas influencer l'action militaire. Et ils le démontrent. Ils le démontrent. Ils continuent leur action militaire. C'est-à-dire Benjamin Netanyahou, vous dites aujourd'hui, il a fait le deuil de ces otages aujourd'hui détenus par les membres du Hamas sur Gaza. Ça a toujours été la politique, pas seulement de lui, ça a toujours été la politique des Israéliens. Donc prêt à sacrifier les otages. On fait tout ce qu'on peut pour les récupérer, mais on considère qu'ils sont perdus. Est-ce que, selon vous, vous dites qu'il n'y aura pas d'intervention terrestre militaire, mauvais souvenir en 2005 sous Sharon, mais est-ce que la piste de tout voir avec des pays peut-être comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite ou l'Égypte ou éventuellement derrière la Turquie pour mettre en place une passerelle de médiation pour libérer les otages? Est-ce que c'est en cours? C'est en cours. Je ne dévoile aucun secret. C'est en cours. Les Égyptiens ne se cachent pas qu'ils interviennent, qu'ils ont demandé au Hamas de libérer les enfants et les femmes et les vieillards qui ont été pris en otage et garder des militaires si vous les avez, mais le reste, c'est très mauvais pour l'image du monde arabe de voir des enfants de 8 ans, 10 ans otages. Ce n'est pas bon. L'Égypte a fait beaucoup de pression sur le Hamas pour qu'il libère les enfants. Est-ce qu'un pays comme l'Égypte peut trouver les arguments suffisants et est en capacité d'obtenir du Hamas la libération de certains otages? La capacité de l'Égypte, c'est d'abord l'image dans le monde qui se joue. Et derrière l'Égypte, elle entraîne le Qatar et d'autres pays arabes dans ses positions. L'Égypte a une influence dans le monde arabe, toujours. Elle ne l'a pas seulement dans la musique. Est-ce qu'au-delà du fait de craindre effectivement des pertes humaines extrêmement importantes, dans l'hypothèse d'une intervention terrestre militaire sur Gaza, il y a aussi le fait de se dire on est en terrain non conquis, prise de risque extrêmement importante, et que du coup, on risque de connaître un nouveau revers qui pourrait s'ajouter à celui de samedi dernier et d'avoir été dépassé, de ne pas avoir vu venir l'attaque du Hamas samedi dernier. Il faut Est-ce qu'il y a cette crainte également? Il faut se rappeler que lorsque Sharon est rentré dans Gaza, il fallait gérer Gaza. Et ça coûte énormément, ça a coûté énormément à l'économie israélienne. Aujourd'hui, rentrer dans Gaza veut dire aussi gérer Gaza. Vous ne pouvez pas rentrer occuper un pays comme Gaza, une zone, sans à ce moment-là vous occuper de la population, de ses besoins, etc. Et alors ça, c'est trop onéreux pour l'État d'Israël. C'est pour ça que moi je ne crois pas du tout que les Israéliens vont rentrer, occuper et récupérer la gestion de Gaza. Je ne le crois pas. En tout cas, vous privilégiez la piste, en tout cas, ou l'option plutôt, d'un bombardement massif, c'est-à-dire qui ont déjà démarré depuis plus de 24 heures, et aérien. En cours, oui. Et aérien. Et vous dites aussi, peut-être parallèlement à cela, une médiation qui pourrait être menée par l'Égypte. Faite par l'Égypte pour libérer les l'appui du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Pour libérer essentiellement les femmes et les enfants qui sont tenus en otage. Mais on n'ira pas plus loin. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi la peur du côté d'Israël de déclencher une guerre avec le Hezbollah, allié stratégique, idéologique du Hamas, et qui verrait d'un mauvais œil une guerre frontale entre Israël et le Hamas? Je ne crois pas que le Hezbollah va intervenir dans le nord pour la bonne raison que les Américains ont prévenu le Hezbollah. Ils lui ont dit, n'ouvrez pas un deuxième front aux Israéliens. Ils ont dépêché leur plus grand porte-avions qui est au large, car nous interviendrons à ce moment-là. C'est ce qui était dit. C'est pas pour dissuader ou éventuellement envoyer un message à l'Iran, ce que vous dites. Certains analystes disent voilà, ce porte-avions en fait, qui a été déplacé, c'est surtout adressé à l'Iran. Indirectement à l'Iran. Je dirais même que Biden a été plus précis au sujet de l'Iran. Il a dit s'il s'avère que l'Iran est derrière
cette attaque, nous attaquerons l'Iran. Ça, c'est de Joe Biden. Biden a déclaré ça hier. Alors, est-ce que c'est pas que du déclaratif, ça? Vous savez, non, parce que les Américains sont déjà en pré-campagne électorale présidentielle. Donc, est-ce que c'est Par pas, conséquent, c'est pas un propos électoraliste? On ne peut pas faire que des propos électoralistes sans suivi d'une action. Je vais vous rappeler un point que la presse oublie beaucoup. C'est qu'il y a un mouvement en Amérique qui s'appelle les évangéliques, pas les évangélistes, les évangéliques, qui sont très puissants et qui, dans leur doctrine religieuse, il faut soutenir Israël. Non pas qu'ils aiment les Israéliens ou les Juifs, pas du tout. Parce que dans leur credo religieux, Jésus ne reviendra que lorsqu'on aura reconstruit le temple d'Israël. Très bien, c'est-à-dire il faut soutenir Israël. Et ils sont très influents. Donc les discours des présidents ne sont pas seulement électoralistes, ils s'adressent aussi aux évangéliques, car ils sont très puissants aux États-Unis. On passe au troisième rang, Gabriel Bannon. Troisièmement, justement, quel tournant pour la région, même si effectivement on est encore dans le feu de l'action, ces bombardements aériens massifs qui ont démarré sur la bande de Gaza, toujours ces otages qui sont détenus. D'ailleurs, on dit qu'Israël est confronté aussi à un choix moral, mais beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur l'après. C'est-à-dire que tout ce qui peut advenir, est-ce que ça va changer fondamentalement et radicalement le visage de la région? Alors, la question, c'est que la région était, avant cette intervention, était dans une certaine euphorie. On allait enfin voir le bout du tunnel, ce qui n'arrangeait pas l'Iran. Et c'est pour ça que l'Iran a déclenché cet événement. Moi, je vois deux scénarios, l'un ou l'autre. Et c'est l'avenir, c'est les prochains jours qui vont nous le dire. Ou ça devient une zone à hégémonie iranienne, si ils arrivent à contrer les Israéliens. Le deuxième scénario que je pense plus probable, c'est que les alliances qui avaient été commencées avec les Israéliens, il y aura une pause. L'Arabie saoudite ne va pas avancer dans ces négociations avec eux. Ça risque de geler la situation. Et vous savez, politiquement, au point de vue géopolitique, lorsqu'on met trop de problèmes sous le tapis, eh ben, il y a une explosion à un moment. Ceux qui considèrent que la population palestinienne a été mise sous le tapis ces dernières années, et que là, cette irruption volcanique provient de ça, en fait. Parce qu'on les a mis un peu trop de côté. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit dès le début. On a mis, avec l'action de normalisation, les Américains avaient raison de pousser, de faire les accords, parce que ça amènerait la paix, mais pas à la condition de mettre le problème palestinien sous le tapis. Est-ce que par rapport à tout ce qui se passe là, c'est le premier scénario, c'est-à-dire que vous avez décliné, est-ce que, quoi qu'il en soit, Israël, l'État hébreu risque d'être affaibli et d'être le grand perdant de tout ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue géopolitique et des jeux d'alliance dans la région? Bon, je n'irai pas jusqu'à dire affaibli, mais Israël a démontré qu'elle n'est pas infaillible. Que jusqu'à présent, on a toujours pensé qu'elle était infaillible, que sa défense, c'est pas la peine de s'énerver, de s'échiner à essayer de les taquiner, c'est impossible. Ben non. Il a été démontré qu'ils sont vulnérables si on se donne la peine. Et malheureusement pour eux, eh ben, le Hamas s'est donné la peine de s'organiser. Personne que vous connaissez très bien, Gabriel Bannon, qui répond au nom de Vladimir Poutine, donc le président de la Russie, la Fédération de Russie, a fait une déclaration aujourd'hui même en disant, je cite, que la création d'un État palestinien était la seule solution. Tout à fait. Mais ça, il rejoint son conseiller. J'ai toujours dit qu'on n'aura pas de paix au Moyen-Orient si
on n'accepte pas qu'il y ait un État palestinien. Mais est-ce que les conditions seront réunies ou seront réunies pour la création de... Parce que beaucoup considèrent que la solution des deux États est complètement entérinée aujourd'hui au vu de la violence des relations entre les deux pays, surtout entre le Hamas et Israël. Je vais vous dire, l'État de Palestine, il va s'imposer par lui-même. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution dans cette région que la mise en place d'un État palestinien. Est-ce que la future ligne politique, parce qu'effectivement, je sais pas si, je me souviens d'ailleurs au lendemain de la guerre de Kippour, c'était une femme d'ailleurs qui était première ministre, je crois, israélienne, a été débarquée ou en tout cas a été invitée à partir. Un sort qui pourrait arriver, je dis bien, à Benjamin Netanyahou dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Benjamin Netanyahou était déjà, avant ces événements-là, sur un siège éjectable parce qu'il avait entrepris des projets de modification de juges, etc., de la Cour suprême, et que la moitié d'Israël a manifesté contre son projet, etc. Alors, mais les Israéliens ont toujours démontré que lorsqu'ils sont en difficulté, les gouvernements se regroupent. La preuve, c'est qu'ils ont maintenant un gouvernement d'union nationale. National qui pourrait être recomposé dans les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce que selon vous aussi, je ne sais pas que vous êtes prédicateur et que vous arrivez un peu à lire l'avenir, mais bon, de par votre expérience, est-ce qu'il pourrait y avoir aussi une ligne politique future d'Israël qui évolue essentiellement en Cisjordanie? Parce que je rappelle que la politique de Netanyahou et précédemment de Sharon a toujours été dénoncée, non-respect du droit international, le soutien massif aux colons orthodoxes. Est-ce que là, du coup, pour apaiser un peu la situation, il pourrait y avoir un changement de braquet politique? Je vais être très clair. Il ne peut pas y avoir d'évolution dans le problème palestinien tant que Netanyahou est Premier ministre. C'est très clair. Pour moi, c'est pas un faiseur de paix. Pas faiseur de paix, mais a priori aussi, quand je vois apparemment au niveau d'Israël, ce qui se passe depuis samedi a été très très mal vécu. On a une population qui est totalement meurtrie, qui appelle à la réplique, qui appelle à la riposte et qui appelle à la vengeance. On est bien d'accord? Tout à fait. Est-ce que ça ne peut pas se traduire aussi dans les prochaines semaines et les prochains mois par un durcissement de la politique israélienne à l'égard de la Palestine et de la Cisjordanie en particulier, sur les colonies? Je le regretterai énormément parce que ce n'est pas comme ça qu'ils vont diminuer la violence. Vous savez, la vengeance appelle une contre-opération et ainsi de suite, et on va s'installer dans un cycle infernal. Il faut que... Est-ce que Israël a je pose la question pour eux et pour les Palestiniens. Est-ce que les deux ont à la tête des hommes capables de prendre des décisions, même qui ne soient pas populaires? Car faire la paix, c'est faire des concessions, c'est faire des compromis. Et pour ça, il faut des hommes forts. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas d'hommes forts dans les deux camps. Concernant l'État hébreu, pour conclure, Gabriel Banon, parce que vous êtes un très fin connaisseur de la région, à la fois de l'État israélien, l'État d'Israël et l'État palestinien également. Vous avez été pendant des années aux côtés de l'ancien patron de l'OLP, Yasser Arafat. Voilà. Tout à fait. Mahmoud Abbas, on n'entend plus, il n'a pas pris de la parole d'ailleurs depuis quelques jours. Est-ce que vous considérez, vous, avec tout le recul, à la fois historique et avec cette expérience, qu'il y a une solution possible pour que la situation qu'on aille vers une forme d'accalmie, ou est-ce qu'on est parti pour des semaines et des mois d'un conflit armé larvé? Vous savez, les catastrophes ont toujours deux aspects. La catastrophe continue et le côté positif, c'est-à-dire obligeant à regarder le problème et prendre les solutions qui s'imposent. La catastrophe que vient de vivre Israël, je souhaite qu'il pose la question, il se pose la question exactement. Tant qu'ils refuseront de reconnaître que les Palestiniens ont droit à un État, cette situation va perdurer. Nous allons avoir aujourd'hui des violences
qui ont été au-delà du tolérable, mais demain, il y aura peut-être des violences encore plus difficiles à accepter. Et par conséquent, le problème pour moi est plutôt l'avenir pour moi est très sombre, dans le sens que pour le moment, les deux parties n'ont pas les hommes capables de régler ce problème. J'en suis convaincu. Je ne crois pas que Netanyahou est capable de le régler d'abord par conviction, et je ne crois pas que Abou Mazen est capable de le régler par autorité, manque d'autorité. Voilà, c'est ça mon analyse aujourd'hui. Merci en tout cas infiniment à vous d'avoir partagé votre analyse, Gabriel Bannon, d'une situation et d'une actualité extrêmement brûlante depuis samedi dernier. Oui. Et cette attaque du Hamas qui est survenue très tôt à l'aube. Alors je terminerai quand même pour avoir une pensée émue à toutes ces familles, qu'elles soient palestiniennes, israéliennes, qui sont meurtries, qui sont dans le deuil. Et que c'est toujours comme ça, le mauvais côté de la guerre, c'est que c'est les civils qui payent toujours. Et qui pourraient continuer malheureusement à payer. Voilà, les Palestiniens et Israéliens, les habitants de Gaza et les habitants de toutes les zones près du nord, ils payent un lourd tribut à cette situation. Merci infiniment à vous en tout cas. Gabriel Bannon, je rappelle, analyste géopolitique, fin connaisseur de la région du Moyen-Orient. Et je rappelle également que vous avez officié, en tout cas que vous avez été conseiller de Yasser Arafat pendant une dizaine d'années. Merci infiniment à vous. Merci à vous de m'avoir invité. Et à très bientôt.